Je donne la parole à Jean-Luc Racine. Un débat sur l'Inde, ce sera un cas intéressant dans ce monde en bouleversement. Merci beaucoup. Merci. Comme je n'ai pas pu participer à la journée d'hier, je vais me référer plutôt à ce qui a été dit lors de la séance inaugurale pour essayer de recadrer mon sujet. Bien sûr, le débat sur les aires culturelles, c'est un débat récurrent. Je pense que dans ce même bâtiment du CNRS, il y avait déjà eu ce genre de choses il y a une quinzaine d'années. Mais c'est en même temps un sujet légitime. Ce qui compte, je crois, au-delà des interrogations, c'est évidemment de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de bien mesurer ce qu'est à la fois l'enjeu épistémologique de la question des aires culturelles, puisque je garde la formule française, ne serait-ce que par convention. Mais c'est aussi, ça a été dit dès les premières interventions dans ce colloque, et ça a été souligné de nouveau par Jacques Potier maintenant, c'est aussi un enjeu géopolitique. Bien sûr, on a affaire à des faits qui sont souvent contestés ou contestables, mais surtout, on a affaire à des interprétations et à des systèmes de représentation. L'ère culturelle, elle est elle-même objet de débat en son sein sur ce qui fait sa nature, voire pour certains idéologues, ce qui fait son essence, ce qui est évidemment encore autre chose. Et quand on joue ce jeu d'interprétation, on transforme évidemment les réalités telles qu'elles sont perçues en objets instrumentalisés, et en particulier, évidemment, on instrumentalise l'histoire. Je vais parler de l'Inde, bien sûr, mais en élargissant mon regard au-delà d'elle, puisque l'insertion de l'ère culturelle dans des systèmes plus vastes est au cœur de la problématique de ce colloque. Donc je commencerai par une mise en garde. Le système le plus vaste, incontournable aujourd'hui, c'est bien celui de la mondialisation, mais la seule dichotomie ère culturelle versus système mondial serait dramatiquement réductrice. Ces deux pôles s'inscrivent dans des géométries beaucoup plus complexes que dessine à leur façon le jeu diplomatique des divers pays, et principalement aujourd'hui de ce qu'on appelle les pays émergents. L'affirmation de soi joue à la fois à l'égard des voisins, qui peuvent être concurrents ou adversaires, et à l'égard de l'Occident, dont l'hégémonie affaiblie et contestée, tout en restant, pour le moment, hégémonique. Mon premier point rapide sera une évocation et non pas un tableau complet de la structuration de la recherche sur les aires culturelles en Inde. Je ne prendrai qu'un exemple, celui de l'université Nehru de New Delhi, qui est un peu l'université emblématique du pays, qui pour le reste en compte 250 ou maintenant 300. Mais le cas de GNU, comme on dit, est assez éclairant. L'université est divisée en ce qu'on appelle des écoles. Et il y a entre autres une School for Language, Literature and Culture Studies, avec 12 centres, 11 d'entre eux sont situés, on dirait. Un seul est thématique, c'est le centre d'études linguistiques. Tout le reste correspond à ce que nous pouvons appeler des aires culturelles. Il y a l'école des sciences sociales, qui a 14 centres, et là, un seul est situé, et ça n'est pas une aire culturelle étrangère, c'est la spécificité de l'Inde du Nord-Est, qui est l'objet de sa focalisation, une Inde du Nord-Est où, il faut le rappeler, les paramètres ethnolinguistiques rattachent la zone beaucoup plus à l'Asie du Sud-Est qu'à ce qui fait le cœur et le corps de la tradition indienne. Et puis il y a la School of International Studies, avec 14 centres, dont 10 sont situés, dont 10 portent en fait donc sur des aires que l'on peut appeler culturelles. Je ne vais pas vous en donner la liste, il y a l'Afrique, les Amériques, à la façon de l'Institut des Amériques, Amérique latine et Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est, les études européennes, etc., et avec, assez curieusement, et là on peut penser que ce sont des luttes d'influence entre mandarins,
ou entre décisions politiques du moment, des centres qui se recoupent assez bizarrement. On a comme ça un centre sur les études de l'Asie intérieure, en même temps qu'un centre sur les études russes et d'Asie centrale. Alors, où situe-t-on l'Asie centrale par rapport à l'Asie intérieure? On devine bien que là, il peut y avoir de multiples débats, et il y a d'autres exemples de ce type. Si on inverse le regard, quid des études portant sur l'Asie du Sud en dehors du monde occidental? Bien sûr, et je laisse à notre collègue le soin de nous dire ce qu'il en est au Japon, mais la Chine compte des instituts d'études de l'Asie du Sud, dont l'un des principaux est au Sichuan. À l'Académie des sciences de Russie, au sein de l'Institut d'études orientales, il y a un institut d'études indiennes où l'on touche aussi bien aux questions les plus contemporaines qu'à ce qu'était la tradition plus humaniste, si l'on peut dire, de l'Institut d'études orientales dans ses incarnations précédentes. Et puis, bien sûr, aussi bien en Chine qu'en Inde, vous avez des institutions dévolues aux relations internationales, la Shanghai International Studies University, par exemple, qui a un institut pour les études d'Asie du Sud et d'Asie centrale, ou le MGMO russe, où là, il y a un concept qui est assez intéressant, où l'on parle de former les étudiants, je cite, aux études régionales avec des langues orientales. Je ne vais pas brosser plus loin, plus avant ce tableau, parce que ce qui me paraît important quand on parle de l'Inde et de l'Asie du Sud, c'est d'essayer d'analyser ce que signifie véritablement le concept qui a besoin d'être mis sous examen. Il y a d'abord, c'est mon premier point, le thème de la temporalité. Les visions occidentales de l'Inde ont beaucoup évolué entre science et ésotérisme. D'une certaine façon, on a deux passés intellectuels. Il y a la ligne qu'on a beaucoup oubliée aujourd'hui, mais qui a beaucoup compté, de ce qu'on pourrait appeler, voir l'Inde comme la matrice spirituelle de l'humanité. Schopenhauer, entre autres. Mais on peut remonter évidemment à l'Inde du livre des merveilles de Marco Polo, à François Bernier, ce Français qui est devenu le médecin du grand Mogol, et qui, au XVIIe siècle, a publié un ouvrage sur les États du Grand Mogol. Et on pourrait comme ça citer beaucoup d'éléments. Et puis, face à cela, dans les clichés, mais les clichés, ça existe, et ça forge bien sûr les représentations. On a eu surtout au XIXe siècle l'Inde des superstitions monstrueuses et de l'abrutissement, le mot est de Hegel, avec, si on veut faire le lien entre sciences sociales, art et littérature, comme il nous l'avait été demandé lors de la session inaugurale, un livre tout à fait intéressant paru il y a une bonne vingtaine d'années par un Indien de la diaspora, Partamitter, qui travaillait sur la façon dont les Occidentaux ont regardé l'art indien sous ce titre « Much Maligned Monsters ». En même temps, on est toujours en plein paradoxe. D'un côté, vous avez chez les gouvernants britanniques, dont Thomas Macaulay, on est en 1835, Macaulay, c'est celui qui a finalement décidé, en quelque sorte, par un texte dont on a évidemment toujours la référence, que l'enseignement dans ce qui allait devenir bientôt les universités allait être en anglais et non pas dans les langues indiennes du savoir, qui pouvaient être aussi bien le sanskrit que le persan. Mais en même temps, Macaulay, c'est celui qui a dit un seul rayonnage d'une bibliothèque occidentale vaut toute la littérature indienne et arabe réunie. Et en même temps, paradoxe, les Britanniques, que ce soit les Britanniques instruments de la colonisation, les jésuites, de leur côté, ont énormément contribué à la connaissance, à la structuration des langues indiennes. Et en même temps, ça n'est pas simplement les affreux colonialistes contre les autres. Lisez Marx, quand Marx écrit
dans le New York Daily Tribune sa série d'articles sur l'Inde en 1853. Je n'ai pas le temps de vous donner la citation, mais en gros, la société indienne n'a pas d'histoire, ou au moins, concède-t-il, pas d'histoire connue. Ce que nous appelons l'histoire, ce n'est rien d'autre que l'histoire des envahisseurs successifs qui ont fondé des empires sur la base passive d'une société ne changeant pas. On est dans tous les clichés d'une Inde figée dans ce que plus tard ou avant on a appelé les petites républiques villageoises. Et d'où la mission civilisatrice confiée par Marx à la Grande-Bretagne, une mission destructive pour annihiler la vieille société asiatique et une mission constructive, je cite, pour poser les bases, en réalité, d'une occidentalisation de la société asiatique. Alors là, d'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé. La renaissance du Bengale au XIXe siècle, c'est ça, c'est une incorporation de la philosophie des Lumières qui sera plus tard retournée contre l'Occident avec un mouvement de réforme qui porte une réflexion sur ce qu'ont pu être certaines dérives de l'hindouisme, etc. Après ça, on a évidemment, dans les premières années post-indépendantes, l'Inde figurant le cas emblématique du sous-développement, et on arrive aujourd'hui dans l'image du moment, c'est-à-dire l'Inde émergente. Et dans les discours sur l'Inde émergente, ce qui est intéressant, quand vous regardez les déclarations diplomatiques, quand les déclarations diplomatiques sont sino-indiennes, quand les dirigeants indiens et chinois se rencontrent, quels que soient les problèmes frontaliers et les suspicions stratégiques, on parle toujours du bouddhisme partagé. Toujours. Il y a toujours une référence à ces 3 moines chinois qui sont revenus vers les sources du bouddhisme en Inde, l'un au 5e siècle, 2 autres au 7e siècle. Aujourd'hui, quand on a des déclarations conjointes diplomatiques entre les Européens et les Indiens ou les Américains et les Indiens, ce qu'on met en avant, ce sont, je cite, les valeurs communes. Les valeurs communes, c'est société multiculturelle, multireligieuse, démocratie parlementaire, etc. On voit donc bien que dans cette temporalité du regard porté sur l'autre, on a des tas d'éléments contradictoires, mais qui font partie de la complexité de cette réalité. Bien sûr, on ne peut pas dissocier dans un pays comme l'Inde, mais c'est valable évidemment pour d'autres pays, ère culturelle ou image de soi et nationalisme. C'est absolument décisif. Le mouvement anticolonial a fondé le nationalisme dans la mesure où le colonialisme d'un côté et la philosophie des Lumières de l'autre ont appelé à se voir soi dans une position dominée, alors qu'il faut se rappeler que les voyageurs occidentaux qui visitaient l'Inde au début du XVIIe siècle, et d'une certaine façon encore sous Louis XIV, avaient absolument l'impression d'être à égalité dans un contexte politique, stratégique, culturel, organisationnel, valant celui de l'Europe. Donc ce choc de la colonisation a ensuite évidemment, dans le regard porté sur soi et dans le travail de réforme, conduit vers ce qu'on peut appeler l'idéologie de la construction post-coloniale, dont naturellement Nehru est le porte-parole le plus significatif. Ce qui est intéressant dans le cas de Nehru, c'est que quand on prend son grand discours à l'heure même où l'Inde devient indépendante, il parle évidemment de l'Inde qui se libère, mais il insère cette libération délibérément dans un cadre mondial, ce qui est la source évidemment de ce qui va devenir après le mouvement des non-alignés. Et puis aujourd'hui, nous ne sommes plus, à mon sens, dans les temps post-coloniaux, c'est-à-dire dans les temps où on essayait de se reconstruire comme une nation face à ce qu'avait été le choc colonial.
Aujourd'hui, l'assertion, que ce soit celle de la Chine ou que ce soit celle de l'Inde, se fait sur de nouvelles bases, sur un nouveau rapport de force qui, encore une fois, ne nie pas l'hégémonie occidentale, mais la relativise. Nous sommes dans ce que j'appelle des temps post-coloniaux. Pour revenir à l'Inde, c'est quoi finalement sa culture? C'est quoi le mariage en quelque sorte entre ce qui fait la civilisation indienne et le nationalisme? On a deux perspectives d'une certaine façon contradictoires. On a deux visions de l'histoire et deux visions de soi. Celle de Nehru, je l'ai dit, c'est une Inde multiculturelle, multireligieuse. Un grand historien indien libéral, Ravinder Kumar, dont j'avais traduit un article dans Hérodote il y a fort longtemps, disait l'Inde, finalement, ce n'est pas un État-nation, c'est un État-civilisation. Il voulait dire par là que, évidemment, l'Inde ou l'Asie du Sud, en tant qu'ère culturelle, c'est une ère culturelle par rapport au reste, mais c'est une ère multiculturelle en soi. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens qui parlent hindi, les gens qui parlent bengali, les gens qui parlent le tamoul, les gens qui parlent le marathi, qu'est-ce qui les unit? Alors, évidemment, une chose qui les unit, pour les 80% d'hindous, c'est un système de croyances. Alors là aussi, il faut faire attention aux mots. Le dharma en sanskrit, c'est pas la religion. C'est plus subtil que ça, c'est plus compliqué que ça. C'est à la fois une insertion dans l'ordre cosmique et puis c'est aussi quelque chose qui dépasse le ritualisme. Et puis face à cette Inde ouverte, pénétrée finalement de ce qu'a été la philosophie des Lumières, qui met en place une démocratie parlementaire séculariste. L'Inde ne se définit pas comme évidemment une république hindoue à la façon dont le Pakistan va se définir comme un État musulman. On a une autre conception, celle de ce qu'est la matrice organisationnelle et idéologique du nationalisme hindou, le RSS, qui considère, lui, que l'Inde, en tant que nation, ne s'est pas construite contre la colonisation britannique au XIXe siècle pour s'épanouir en 1947, mais que la nation indienne est multimillénaire. En fait, la nation existerait depuis que les Védas ou les grandes épopées, par la suite, ont pris corps. Et à ce moment-là, bien sûr, il ne s'agit pas aujourd'hui d'une Inde émergente, il s'agit d'une Inde résurgente, mais avec évidemment le risque de ce suprémacisme de l'hindouité, l'hindouité n'étant pas l'hindouisme, il y a dans l'orthodoxie hindoue, on ne peut pas se convertir à l'hindouisme. La vraie question, c'est que fait-on des minorités? L'Inde multiculturelle du premier modèle, les musulmans y ont totalement leur place. Dans la vision du nationalisme hindou, l'hindouité demande à ce que les minorités religieuses, et en particulier ce que j'appellerais les minorités importées, islam et christianisme, reconnaissent d'une certaine façon la suprématie culturelle des valeurs. Bien sûr, tout cela donne corps à une nouvelle orthodoxie idéologique. Et là, on retrouve la question significative ou emblématique des débats, soit sur l'art, soit sur des ouvrages, en particulier des ouvrages d'histoire, avec des ultras qui vont s'attaquer à tel peintre musulman qui représente une déesse hindoue et qui vont le pousser à l'exil, ou avec les attaques contre un certain nombre d'historiens occidentaux qui n'ont pas brossé de tel ou tel héros national historique indien le portrait qui convient. Et en même temps, tout cela, cette identité culturelle finalement est convoquée en quelque sorte pour le soft power indien aujourd'hui. Et je n'en veux que pour dernier exemple le fait que dans le discours du nouveau Premier ministre Narendra Modi à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a pris le temps de faire un développement, et vous savez que ces discours sont très calibrés en temps, il a pris le temps de faire un développement
sur la nécessité finalement d'universaliser le yoga, parce que le yoga, c'est finalement l'unité du corps et de l'esprit, et tout le monde en a besoin. Et il est arrivé au yoga en partant de la nécessité du développement durable. On peut donc aller très loin dans tout ça. Ce qui est très important à noter sont deux choses. C'est que d'une part, cette crispation identitaire s'entend à merveille avec la mondialisation et avec le capitalisme. Il n'y a aucun problème. Aucun. Il y a eu au départ des réticences de certains mouvements, mais le bras politique de cette famille de pensée, qui est au pouvoir de nouveau aujourd'hui, promeut, sert en fait le grand capital, si on peut l'appeler comme ça, et entend s'insérer dans la mondialisation. Et une des façons de s'insérer dans la mondialisation, au-delà des seules stratégies économiques, c'est de jouer la carte de la diaspora. Et en particulier, évidemment, de la diaspora indienne aux États-Unis. À peu près 2 millions de personnes. Quand les nationalistes hindous étaient au pouvoir pour la première fois, entre 1998 et 2004, ils ont senti ce qu'était l'intérêt de ce nationalisme à distance, comme on dit. Et ils ont créé, donc, en 2003, un grand festival annuel qui a lieu chaque année dans une ville indienne différente, où sont invités 1000, 1500, 2000 citoyens remarquables de la diaspora. La date fixée, c'est le 9 janvier. Le 9 janvier, toujours la récupération de Gandhi sur les marges, le 9 janvier, c'est le jour du retour de Gandhi après son séjour très long en Afrique du Sud. Et c'est à ce moment-là que s'est créé un ministère des Affaires indiennes d'outre-mer. Tout ça est extrêmement important. Les financements servent aussi pour les campagnes politiques. Et puis, ça permet de faire du lobbying au Congrès américain avec l'US India Business Council, par exemple. Face à cela, comment, dans cette ère culturelle composite, situer l'islam ? Et là, on est dans des questions qui sont absolument cruciales pour comprendre le monde d'aujourd'hui, et pas simplement pour comprendre l'Inde. Dans ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui au Pakistan, on a un combat entre la façon dont l'islam populaire traditionnel, avec le culte des saints, les soufis, ont pu se développer comme minorité, mais qui a été longtemps au pouvoir dans le monde à majorité hindoue, face à ceux qui, en Inde même, ont voulu des réformes pour revenir vers les anciens, d'où évidemment le terme arabe des salafistes. Cette ère culturelle Asie du Sud, finalement, a politiquement, mais pas nécessairement culturellement, volé en éclats avec l'indépendance concomitante de l'Inde et du Pakistan sur la base de ce que la Ligue musulmane avait appelé la théorie des deux nations, à savoir hindous et musulmans ne forment pas un corps national cohérent, mais deux corps nationaux distincts, d'où la création du Pakistan, dont on sait qu'il a ensuite explosé avec la sécession du Bangladesh, ce qui voulait dire que l'appartenance religieuse ne suffisait pas, puisque là, la sécession s'est faite sur une base linguistique, mais qu'en même temps, le Bangladesh n'est pas revenu dans sa matrice indienne. Donc, le débat sur la pertinence ou non de ce que sont les sentiments d'appartenance dominantes reste essentiel. Je terminerai en essayant donc de décentraliser le regard tel que l'Inde ou les Indiens, et en particulier les intellectuels indiens, y compris ceux en diaspora, voire surtout ceux en diaspora, mais pas uniquement, peuvent porter sur l'Europe et sur l'Occident. Lors de la séance inaugurale, Michel Vivorka avait parlé d'Arjuna Padure, qui est aujourd'hui à la New York University, et qui a publié donc, à la fin des années 90 un livre décisif qui s'appelle Modernity at Large, sur les dimensions culturelles de la globalisation, où finalement il nous dit, ce qui est évidemment essentiel pour notre propos, la modernité, ça n'existe pas, il y a des modernités. Et
un auteur indien qui, lui, est à l'université de Chicago, mais qui a publié son œuvre clé à Princeton, c'est Dipesh Chakravarty, qui publie en 2000 un livre qui s'appelle « Provincialiser l'Europe ». Il y a une traduction française qui existe aujourd'hui. Et provincialiser l'Europe, ça ne veut pas dire l'Europe c'est fini, ça ne veut pas dire l'Europe c'est passé. Ça veut dire, de façon beaucoup plus subtile, qu'il y a une espèce d'Europe imaginaire, on pourrait dire, si on élargissait, une espèce d'Occident imaginaire avec des référents mythifiés, d'un côté, et une structure économique fondée essentiellement sur le capitalisme et sur la vocation globalisante du capitalisme, mais qu'en réalité, et là on revient sur ce que Jacques Pottier avait évoqué tout à l'heure sur une partie des Américains se voyant comme le point de référence, y compris un point de référence historique, et tout ce qui se passe ailleurs est finalement positionné sur une échelle de distance plus ou moins grande par rapport à ce qui est un modèle. Chakravarty plaide, lui, pour le fait que la rénovation, en quelque sorte, de la pensée des Lumières, autrement dit la mise en question de l'universalisme qui est si cher à nos cœurs, se fera non plus nécessairement du centre, mais de ce que nous qui sommes au centre avons longtemps appelé la périphérie, c'est-à-dire elle se fera par les marges. Ce qui veut dire, sous une autre forme, que quand on parle de transition, on doit en fait toujours parler de traduction. Si je prends un auteur indien qui, lui, pour l'essentiel, réside en Inde et qui est un essayiste et pas un universitaire, Pankaj Mishra, il a publié il y a 2 ans à peu près un livre qui s'appelle « From the Ruins of Empire, The Revolt Against the West and the Remaking of Asia ». Là, ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il prend des figures mythiques. Alors, bon, il y a Rabindranath Tagore, là, tout le monde en a en gros entendu parler. On sait ce que peut représenter Tagore, à la fois tellement indien, mais tellement ouvert sur le monde. Mais il nous parle aussi de Liang Qichao, un intellectuel chinois réformiste qui est mort en 1929. Et il parle aussi d'un personnage absolument extraordinaire qui s'appelle Jamal al-Din al-Afghani, qui lui est mort en 1898, qui est passé par l'Égypte, par Istanbul, qui a été d'une certaine façon un des pères de l'islamisme anti-impérialiste, parce qu'il y a aussi évidemment ce paramètre dans l'islamisme d'aujourd'hui, et qui est en même temps un rationaliste qui est entré en débat avec Ernest Renan sur la façon dont Renan regardait le reste du monde, précisément dans le cadre de positionnement. La référence, c'est l'universalisme des valeurs européennes et tout le reste se positionne en retrait. Donc ces questions-là pénètrent complètement la réflexion intellectuelle des Indiens aujourd'hui, qu'ils soient en Inde ou en diaspora. Je termine. Je termine par d'une certaine façon un parallèle possible entre l'Inde et la Chine, même si je ne suis évidemment pas spécialiste de la Chine. On peut regarder la Chine post-révolution en 3 étapes, en quelque sorte. Il y a eu la révolution communiste qui s'est donnée pour tâche, outre l'objet de toute révolution communiste, aussi celle d'effacer ce que les Chinois ont longtemps appelé le siècle de la honte, c'est-à-dire le siècle où les Chinois ont été dominés, si ce n'est pleinement colonisés comme les Indiens l'ont été. Et puis ensuite, avec Deng Xiaoping, il y a eu ce que j'appellerais la discrétion tactique, qui existe encore aujourd'hui dans les déclarations de la Chine d'aujourd'hui. C'est non, on n'est pas du tout une grande puissance, on n'a pas de vocation hégémonique, nous sommes encore un pays en développement, on a encore tellement de progrès à faire, etc. Ça, c'était la ligne Deng Xiaoping, être discret, attendre son heure. Et puis aujourd'hui, il semble qu'on arrive dans une 3e phase avec, après le 18e congrès, la Chine d'aujourd'hui, celle de Xi Jinping, où là on parle véritablement de rêve chinois,
où alors la récupération de Confucius se fait absolument sans problème. Bien sûr, dans tout cela, il y a ce qui relève de l'instrumentalisation du pouvoir quand on parle de la diversité des normes. Ce qui est très important, je pense, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est que d'un côté, les émergents, et là-dedans, je mets l'Inde, je mets le Brésil, je mets la Chine, bien entendu, vont reconnaître l'université des valeurs telle qu'elle est dans la Charte des Nations Unies. Et une fois qu'on a dit ça, on peut vouloir redéfinir les normes. Et cette redéfinition des normes, par définition, c'est mettre fin à un certain privilège occidental. Et sur le plan géopolitique, le cas le plus clair, c'est l'opposition de tous ces pays, que ce soit le régime de parti unique, que ce soit des démocraties parlementaires comme l'Inde ou le Brésil ou l'Afrique du Sud, parmi les BRICS, c'est de considérer que la souveraineté nationale l'emporte absolument. Or, cette souveraineté nationale, c'est bien elle qui avait été mise en place par le système westphalien. Le système westphalien, c'est mettre fin aux affres des guerres de religion et des guerres de 30 ans, de reconnaître qu'il puisse y avoir des États protestants et des États catholiques, et que finalement chacun est maître chez soi et qu'on cherche à avoir par ce biais un certain équilibre des puissances. Or, nous disent les représentants de ces autres aires culturelles, si on prend ce terme, qu'est-ce qu'a fait l'Occident si ça n'est violer ce principe par son interventionnisme débridé? Et donc là, on a à la fois la valeur que nous considérons comme universelle de la responsabilité de protéger qui se heurte à la valeur de la souveraineté nationale. On a du côté chinois tout ce qui est mis en avant sur la nécessité de respecter les spécificités chinoises. On va donc avoir, c'était encore tout récent, les droits de l'homme selon les spécificités chinoises, le ceci, cela selon les spécificités chinoises. Alors, on voit bien évidemment que l'invocation des spécificités chinoises ou des spécificités de ceci ou de cela permet aussi d'instrumentaliser une cause identitaire au bénéfice d'un pouvoir politique. Mais ce qui est important, et je termine là véritablement, c'est de bien mesurer le champ d'historicité dans lequel on est aujourd'hui. D'une certaine façon, sous domination coloniale, les élites indiennes et autres ont retourné contre les Occidentaux leur idéologie. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un certain retournement de l'idéologie affichée du système westphalien contre eux. Le meilleur exemple, et là je termine véritablement, c'est la critique qui vient de paraître dans un magazine indien du dernier livre de Henry Kissinger, qui s'appelle World Order, Reflection on the Character of Nation and the Course of History. Il y a un thème qui sent son 19e siècle d'une certaine façon. Et où Kissinger brosse le tableau en quelque sorte des civilisations mondiales et n'est pas terriblement optimiste pour l'avenir. Et là, ce critique indien nous dit ceci, je traduis plutôt que je ne vous le donne en anglais, Kissinger semble incapable de comprendre que les positions prises par les leaders des pays, des puissances émergentes, ne sont pas les produits d'un caractère ésotérique qui aurait été façonné par les textes anciens ou par les vieilles gloires de tous ces pays, mais c'est simplement un rejet de l'ordre mondial tel qu'il est, dans son iniquité, et tel qu'il est encore dominé par les intérêts occidentaux. Je vous remercie.